Merci, Monsieur le Président, de me donner la parole et surtout, je vous remercie de me proposer d'intervenir sur ce sujet qui concerne le continent africain et un grand pays africain sur les enjeux, perspectives géopolitiques du Sénégal. Je remercie l'assistance nombreuse aussi qui est venue nous écouter et partager avec nous quelques réflexions pertinentes. Avec une position géostratégique entre l'Afrique, l'Europe et les Amériques, le Sénégal est une porte d'entrée en Afrique de l'Ouest, ce qui lui confère évidemment une responsabilité géopolitique et régionale particulière. C'est un pays émergent avec une vision politique d'oriboutir et systémique, une ambition géopolitique continentale et une volonté d'influence internationale. Mais cette géopolitique du Sénégal est très délicate entre l'idéologie du panafricanisme et la doctrine d'oriboutir du couple exécutif, c'est-à-dire le président et le premier ministre, l'intérêt national, le respect des engagements régionaux et internationaux souscrits par le Sénégal. Mais ça se voit aussi dans l'intitulé du ministère de l'intégration africaine et des affaires étrangères qui annonce évidemment l'orientation géostratégique du pays et qui prône la politique d'équilibre entre les intérêts vitaux du Sénégal et ses engagements internationaux. Donc pour comprendre cette géopolitique régionale et surtout sa politique d'équilibre entre les composantes de la région qui est la communauté des États d'Afrique de l'Ouest et l'Alliance des États du Sahel, j'ai essayé de mener ma réflexion autour de deux points. Le premier point, c'est le parti au pouvoir, le PASTEF, qui est le laboratoire du panafricanisme et de rupture promis au ras de gouvernance nationale par le peuple sénégalais à travers les élections présidentielles et législatives. Le deuxième point concerne le sujet plus proprement dit, sur la géopolitique régionale dictée par l'intérêt et les engagements du Sénégal. Sur le premier point, le PASTEF était laboratoire du panafricanisme et de rupture, bien sûr, ce parti, qui est le parti africain du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, est un parti politique fondé en 2014 par des jeunes cadres de l'administration sénégalaise, du secteur privé, des professions libérales, mais aussi des milliers d'enseignants et des hommes d'affaires. Mais dont la majorité était inconnue en politique, voire dans la majorité, nous pouvons dire que étaient novices en politique, mais elle partageait des combats de la jeunesse. Des combats avec des batailles gagnantes, que ce soit à l'école, que ce soit à l'université et que ce soit dans la haute administration. D'où est d'ailleurs la rupture systématique dans la philosophie politique et même nationale et dans la philosophie ou dans la vision du monde qui était basée sur une forte dépendance et soumission extérieure nuisible aux intérêts du peuple sénégalais et que ce parti a voulu corriger. Donc, cette dynamique au départ qui était un mouvement s'est transformée en parti politique avec une devise révélatrice du courage politique. Le don de soi pour la patrie. Donc, c'est ça qui annonce tout. Et Ousmane Sonko en deviendra le président charismatique que vous connaissez. Et Bassirou Diomaye Faye en sera le secrétaire général et le gardien du temple. En disant ces romans, parce que nous sommes en 2024, le peuple sénégalais confie les clés de leur avenir à ce parti PASTEF que je peux considérer comme un start-up politique à succès qui vend le patriotisme, le panafricanisme et la rupture systémique. Pourquoi un start-up politique? Parce que c'est dit jamais vu de création d'un parti
d'une manière régulière, normale, qui passe 10 ans seulement pour arriver au pouvoir. En tout cas, les exemples sont moins fréquents ailleurs, même dans le monde. Et donc, pour moi, c'est comme un start-up qui est venu avec des idées, de l'outil des idées neuves pour vendre au peuple sénégalais. Et là, nous sommes au succès au bout de 10 ans, 2014-2024. C'est-à-dire que ce parti a vendu effectivement le patriotisme et le panafricanisme assumé. Et ce qui a réveillé le peuple sénégalais pour les confier les clés du pouvoir. Il s'agit du patriotisme économique et social. Il s'agit aussi du panafricanisme et des outils juridiques et institutionnels qui guident, effectivement, qui sont guidés plutôt par l'éthique et la transparence au service de la communauté. Et cela, ça se vérifie dans le couple aujourd'hui exécutif qui est devenu l'architecte de la rupture qui séduit effectivement les Sénégalais à travers les deux élections présidentielles et législatives, parce que le peuple sénégalais a choisi non seulement la alternance, mais aussi la souveraineté pour consolider ce que le recteur vient de dire, le modèle de stabilité politique, de stabilité démocratique et de stabilité géopolitique. Avec cette vision de rupture systématique qui inscrit le Sénégal dans une nouvelle philosophie de gouvernance régionale basée sur les engagements, mais aussi basée sur les intérêts. Ce qui nous amène au deuxième point très rapidement, c'est la politique régionale dictée par les intérêts et les engagements du Sénégal. Le premier point, c'est l'intérêt régional avec la CEDEAO. Le Sénégal est un pays membre fondateur et important de la CEDEAO, malgré que l'intégration régionale est contestée aujourd'hui par le changement géopolitique, mais aussi le retrait des 3 pays de l'Alliance des États du Sahel, le Sénégal veut toujours consolider son influence dans la CEDEAO. Mais pour l'amener, la CEDEAO, vers un changement aussi géopolitique et géostratégique, de quitter le syndicat des chefs d'État pour devenir assez fondateur de ces fondateurs qui est la CEDEAO des peuples. Le Sénégal y arrivera, c'est ce que nous espérons. Le deuxième point aussi, dans cette géopolitique régionale qui dicte la politique du Sénégal aujourd'hui, c'est l'intérêt géoéconomique et sécuritaire avec les États de l'AES, l'Alliance des États d'Afrique de l'Ouest. Premièrement, l'AES est un arrière-pays du port de Dakar, qui est une zone d'influence et d'attraction économique depuis longtemps du Mali. Les 3 pays de l'AES sont des pays enclavés, donc ils ont besoin d'un port pour acheminer leurs marchandises, pour exporter et importer les marchandises. Bien. Et d'ailleurs, le Sénégal a été impacté par des sanctions économiques de la CEDEAO, parce qu'à ce moment-là, le port de Dakar a perdu une partie, voire la totalité, parce que c'était des sanctions de ce qui passait là-bas pour aller notamment au Mali et surtout au Burkina Faso, au profit des ports du Togo et de Guinée qui sont restés ouverts. Donc vous voyez que chacun joue aussi sa partition. Le Togo, malgré qu'il était membre de la CEDEAO, a participé à la prise des décisions sur les sanctions, mais ne les a pas appliquées, à rester son port ouvert pour les pays de l'AES. Donc aussi c'est un positionnement stratégique qui fait qu'il y a une crise régionale au sein de la CEDEAO qui est tout à fait latente. Donc dans cet intérêt aussi géoéconomique et géostratégique, il y a le défi de prévention du terrorisme et de lutte contre le djihadisme pour harmoniser des politiques nationales de défense avec les exigences d'une coopération régionale efficace afin d'anticiper la métastase de l'extrémisme violent et du terrorisme.
le Sénégal, non seulement a déjoué à peu près 4 ou 5 attentats qui étaient préparés par les éléments djihadistes, mais qui venaient du Sahel, mais aussi le Sénégal a intérêt de travailler avec le Sahel, qui dispose plusieurs groupes non étatiques armés, dont certains terroristes sont d'origine sénégalaise. D'ailleurs, le Moujao, avant de faire un changement, était, je crois, dirigé par un Sénégalais. Hein. Donc vous comprenez qu'il pouvait transporter chez lui cette philosophie négative du mal. Donc le Sénégal doit effectivement surveiller ces dynamiques sécuritaires, ces dynamiques djihadistes, et pour le faire, il faut coopérer avec les pays de l'AES afin de partager des renseignements et des informations sensibles. Donc c'est une obligation pour le Sénégal et pour sa sécurité de développer des coopérations sécuritaires avec l'AES. Cela nous amène à l'autre petit point qui permet au Sénégal aujourd'hui de faire une politique d'équilibre entre la CEDEAO et l'AES. Et d'ailleurs, dès le début de l'élection présidentielle, le président et le premier ministre du Sénégal ont été approchés par la CEDEAO pour ramener l'AES dans la CEDEAO. Pourquoi? Parce qu'ils ont une affinité un peu idéologique et politique commune, donc c'était plus facile de négocier, même si la rupture était presque consommée, on pensait qu'ils peuvent revenir. Bon, je pense qu'ils ont essayé, mais les résultats sont mitigés dans ce domaine parce que l'AES avait déjà pris un virage très clair, mais aussi difficilement compréhensible pour revenir en arrière. Donc, le Sénégal, qui est membre fondateur, comme on l'a vu, de la CEDEAO, voit les prémices de la fragmentation régionale et essaye de collimater les brèches. Est-ce qu'il va y arriver? C'est ce qu'on souhaite, mais ça sera difficile et à ce moment-là, il va jouer ce jeu d'équilibrisme entre les deux régions, entre la confédération qui cherche la souveraineté et la communauté régionale qui est sur l'économie, mais dont parfois les décisions ne sont pas dictées régionalement. Et dans cette vision d'indépendance partagée avec l'AES, le Sénégal aussi essaie de repenser sa sécurité sous le prisme de la souveraineté. D'ailleurs, on le verra plus tard, c'est pas un hasard, comme vous le voyez sur le schéma qui est là, que les pays à rouge de l'AES ont choisi la souveraineté pour prendre les affaires en main, notamment les affaires politiques, les affaires sécuritaires, les affaires économiques. Et vous voyez que dernièrement, c'est 2 jours, à l'intervalle de 3 heures, c'est un pire hasard de toutes les façons, mais on ne sait pas si c'est concocté ou si c'est voulu au même moment, mais parce que les 2 événements n'ont pas rien. Donc vous voyez le Sénégal avec l'interview du président qui dit que bon, les bases françaises n'ont pas vocation à dire parce qu'il n'y a pas une sorte de réciprocité. On ne voit pas les militaires sénégalais se promener à Paris avec une base militaire, donc il n'y a pas de la réciprocité, qui est un principe sacré de la diplomatie et des relations entre les États. 3 heures après, le Tchad qui sort un communiqué pour mettre fin à l'accord militaire avec la France. Et je crois qu'hier, il y avait un discours du président aussi tchadien qui disait que dans cet accord était déséquilibré, il n'y a pas un principe de réciprocité. Donc vous voyez qu'ils partagent le même mot, le manque de réciprocité. Et ce qui veut dire que le Sahel, maintenant compris, va vers les souverainetés.
Et le Sénégal, et surtout la rupture systémique que le pouvoir a vendue au peuple sénégalais, ne peut que l'orienter vers cette option plutôt de rejoindre, comme le Tchad, tôt ou tard, la confédération de l'AES. Et c'est pour cela que là, c'était le RCI qui l'a fait. Je l'ai juste trouvé là, j'ai fait capturer d'écran pour vous montrer. Et si vous ajoutez la Centrafrique, qui est aussi depuis un certain temps dans cette dynamique, et là on voit le schéma de la Confédération des souverainetés d'une part, mais aussi qui arrange le Sénégal d'une manière ou d'une autre, parce que tu mets en avant le panafricanisme, mais aussi tu mets en avant la rupture systémique, et tu mets aussi en avant l'intégration africaine incarnée par le ministère régalien, comme on le disait, le ministère de l'intégration africaine, qui est le premier pilier du ministère avant les affaires étrangères. Donc, sans dire, donc le Sénégal, je pense, dispose non seulement d'une légitimité politique, une légitimité idéologique, mais aussi une légitimité géopolitique pour aller dans ce sens, parce que, et pour profiter de cette dynamique, pour imposer sa vision de géopolitique continentale. Bien. Donc nous sommes dans cette dynamique de réaffirmation de la souveraineté qui oriente le Sénégal vers le Sahel, comme je viens de le dire, avec le défi de souveraineté, notamment la prise en main du destin sécuritaire, politique et économique, dans une question de posture politique de rupture qui met en avant les aspirations souverainistes des peuples du Sahel. Bien sûr, qui s'inscrit aussi dans une vision panafricaine que le peuple sénégalais et les dirigeants partagent. Et comme on vient de le voir, la cerise sur le gâteau du Sénégal au Tchad, il y a un continuum de souveraineté du Sahel. Bien, ce qui nous amène très rapidement sur la conclusion pour dire que... vous pouvez mettre la vidéo s'il vous plaît. On voit le ministre français des Affaires étrangères, le ministre tchadien, qui vont visiter le camp des réfugiés des Soudanais. Et le même jour, l'un prend l'avion pour aller vers Nairobi, non pas Nairobi, mais plutôt Addis Abeba, le ministre français, et le ministre tchadien retourne à la capitale pour nous signer, dans la seconde, la lettre que vous avez vue sur les réseaux sociaux qui me fait à l'accord de coopération avec la France. Et là, il y avait un commentaire de journalistes qui dit que c'est une surprise pour Paris. Donc, on comprend, premièrement, que c'est une surprise à la fois diplomatique et géopolitique, mais aussi, on le dit, bon, voilà la lettre, on le dit d'une manière légère toujours, parce qu'on n'a pas encore mesuré le changement géopolitique des peuples qui s'opèrent aujourd'hui en Afrique, surtout le désir de la jeunesse qui veut des coopérations gagnant-gagnant, des coopérations visibles, à impact visible, qui changent la vie des populations, que des coopérations avec des petits projets, que des coopérations avec connaissances, et surtout que nos diplomates et nos politiques européens et surtout français changent de logiciel pour intégrer les nouvelles dynamiques du nouvel ordre mondial, afin de considérer la parole aussi, mais aussi les enjeux des pays anciennement colonisés qui ne sont plus à la merci du premier venu, mais aussi qui veulent, comme que ce soit le président du Sénégal, il a souligné, mais aussi le président tchadien, qu'ils ne quittent pas un maître pour aller dans la main de notre maître, mais c'est que c'est plutôt maîtriser la souveraineté pour choisir des partenaires en fonction des intérêts de leur pays. Bien. Donc, c'est dans cette conclusion que je voulais aussi dire que les États africains ont le droit et la responsabilité de prendre des décisions autonomes
pour garantir la sécurité, le développement et le bien-être de les populations. Cela peut et va impliquer la recherche de coopération et de partenariats bilatéraux, régionaux, internationaux, respectueux des souverainetés. La géopolitique de l'Interland, la politique géoéconomique, la fragmentation régionale, l'incertitude qui prend ici la CEDEAO et le panafricanisme orientent naturellement le Sénégal vers les dynamiques de souveraineté du Sahel. Je vous remercie. Merci beaucoup.